Je m'appelle Amandine, j'ai 28 ans, et j'ai bâti mon entreprise technologique à partir de rien il y a 5 ans. L'année dernière, je suis tombée amoureuse d'Étienne, un analyste financier de 30 ans issu d'une famille aisée. Quand il m'a fait sa demande, j'étais aux anges, jusqu'à ce que je rencontre sa mère, Solange. Lors de notre premier dîner, elle m'a jeté du vin rouge au visage et a dit « C'est pour désinfecter une pauvre fille. Payer 200 000 € pour épouser mon fils. » Le pire, c'est qu'Étienne a ri. Elle était loin de se douter que mon entreprise fournissait des services cruciaux à sa propre société. J'ai souri et j'ai dit « Je romps tous les liens commerciaux. » Si vous êtes choqué par ce que vous venez d'entendre, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour savoir comment j'ai tenu tête à cette belle-mère de cauchemar et récupéré ma dignité. J'ai grandi dans un quartier modeste de Lyon, où mes parents, tous deux professeurs, m'ont inculqué les valeurs du travail acharné et de la détermination. Contrairement à la famille d'Étienne, nous n'étions pas riches, mais nous avions ce qu'il fallait. J'ai financé mes études supérieures grâce à des bourses et des petits boulots, obtenant un diplôme en informatique et en commerce. Il y a 5 ans, j'ai lancé ma société de solutions technologiques depuis mon minuscule appartement lyonnais. La première année a été brutale, des journées de 18 heures, des nouilles instantanées pour le dîner, et des rejets constants. Mais j'avais développé une plateforme logicielle unique qui simplifiait la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises de taille moyenne, et petit à petit, les clients ont commencé à remarquer mon travail. La 3e année, nous avions 20 employés, et la 5e année, nous nous étions étendus à 3 bureaux à travers la France, avec plus de 100 collaborateurs. J'ai rencontré Étienne lors d'une conférence sur la technologie financière à Paris. Je présentais notre dernière solution logicielle, et il m'a abordé après, avec des questions pertinentes sur l'évolutivité. Il était grand, avec des yeux doux et un sourire facile. Nous avons échangé nos cartes de visite, et il m'a appelé le lendemain pour m'inviter à dîner. Notre connexion a été immédiate. Il était intelligent, ambitieux et semblait sincèrement impressionné par ce que j'avais bâti. Au cours des 18 mois suivants, notre relation a fleuri. Étienne soutenait ma carrière, m'apportant souvent du café lors de mes longues nuits au bureau et célébrant chaque étape importante de mon entreprise. Quand il m'a fait sa demande il y a 3 mois, avec une bague en émeraude vintage, un héritage familial, je n'ai pas hésité à dire oui. Ce n'est qu'après nos fiançailles qu'Étienne a commencé à mentionner plus fréquemment sa famille. Il décrivait son père, François, comme vieille école mais juste, et sa mère, Solange, comme particulière sur certaines choses. Quand j'insistais pour avoir des détails, il haussait les épaules et disait « Maman est juste traditionnelle, elle t'adorera une fois qu'elle te connaîtra. » J'aurais dû prêter plus d'attention à ces avertissements subtils. La famille Dubois, j'ai appris, n'était pas seulement riche, c'était de la vieille argent, avec des connexions dans tout le monde des affaires français, de Paris à la Côte d'Azur. François avait hérité et développé une entreprise de fabrication qui produisait des composants spécialisés pour l'industrie aéronautique. Leur cercle social comprenait des sénateurs, des PDG et, occasionnellement, de la petite royauté européenne. Ironiquement, 6 mois avant nos fiançailles, mon entreprise avait décroché un contrat avec les Industries Dubois, l'une de leurs divisions ayant besoin de notre logiciel pour moderniser leur système de gestion des stocks. Ce contrat représentait environ 20% de nos revenus annuels, une part significative mais pas essentielle à notre survie. Je n'avais traité qu'avec leur équipe d'approvisionnement et leurs services informatiques, jamais directement avec la famille Dubois. À mesure que le dîner avec les parents d'Étienne approchait, je me sentais de plus en plus nerveuse. J'ai passé des heures à chercher l'étiquette appropriée pour dîner avec la haute société. J'ai acheté une nouvelle robe, conservatrice mais élégante, bleu marine avec un décolleté modeste. J'ai répété des sujets de conversation qui semblaient appropriés, l'art, les voyages, la philanthropie. « Tu te prends trop la tête », a dit Étienne la veille du dîner. « Sois juste toi-même, ils verront ce que je vois en toi. » Le jour du dîner, Étienne est venu me chercher dans sa BMW. Alors que nous traversions des quartiers de plus en plus exclusifs, mon estomac se serrait. Le domaine Dubois se trouvait au bout d'une longue allée privée bordée d'arbres parfaitement entretenus. La maison elle-même était un vaste hôtel particulier de style haussmannien, avec des colonnes et des jardins impeccables. « Tu ne m'avais pas dit que tu avais grandi dans un véritable château », ai-je murmuré alors que nous approchions de la porte d'entrée. Étienne m'a serré la main, « C'est juste une maison. » Mais ce n'était pas juste une maison, c'était une déclaration de richesse générationnelle, de privilèges que je n'avais jamais connus. Alors que la porte massive s'ouvrait,
j'ai pris une grande inspiration et suis entré dans le monde d'Étienne. Une gouvernante en uniforme nous a accueillis et a pris nos manteaux. Le hall d'entrée à lui seul était plus grand que mon premier appartement, avec des sols en marbre et un lustre en cristal qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Des portraits de famille tapissaient les murs, des générations de Dubois regardant avec la même expression confiante qu'Étienne portait souvent. Solange Dubois est apparue d'une pièce latérale, élégante dans une robe noire ajustée avec un collier de perles qui brillait sur sa peau. Elle avait la fin de la cinquantaine mais paraissait plus jeune, avec les mêmes yeux noisettes qu'Étienne et un sourire étudié qui n'atteignait pas ses yeux. « Étienne, mon chéri », dit-elle en lui faisant une bise sur les 2 joues. Puis elle s'est tournée vers moi, ses yeux balayant de mes cheveux à mes chaussures dans une rapide évaluation. « Et vous devez être Amandine. » Sa poignée de main fut brève, ses doigts touchant à peine les miens. « Enchanté de vous rencontrer enfin. Étienne nous a si peu parlé de vous. » L'accent mis sur si peu n'était pas subtil. Avant que je ne puisse répondre, François Dubois entra, grand et distingué, avec des cheveux argentés. Il offrit un accueil plus chaleureux. « Bienvenue chez nous, Amandine. Étienne dit que vous êtes une véritable entrepreneuse. » « Merci, monsieur, c'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. » Nous nous sommes déplacés vers un salon formel où un membre du personnel a servi du champagne. Je me suis perché sur le bord d'un canapé ancien, pleinement consciente du regard scrutateur de Solange. « Alors, Amandine, commença Solange, parlez-nous de votre famille. Que fait votre père ? » Mon père était professeur d'histoire au lycée, il est à la retraite maintenant. Un professeur, dit-elle comme quelqu'un pourrait dire une danseuse exotique. Et votre mère ? Bibliothécaire à l'école primaire. Elle est décédée il y a 3 ans. Je suis désolé d'entendre cela, dit François, sincèrement. Solange se contenta de hocher la tête. Pas d'argent de famille alors ? Pas de fonds fiduciaires ou d'héritage. Maman, dit Étienne, mais son ton était plus amusé que réprobateur. C'est une question raisonnable, chérie. Je ne fais que connaître votre ami. Fiancé, ai-je corrigé doucement. Et non, pas de fonds fiduciaires. J'ai construit mon entreprise à partir de 0. Oui, Étienne a mentionné que vous aviez une sorte de business informatique. Des solutions technologiques, en fait. Nous développons des logiciels spécialisés pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En fait, mon entreprise travaille avec les industries du bois depuis 6 mois. Cette nouvelle sembla surprendre Solange. Ses yeux se sont légèrement rétrécis. Je n'étais pas au courant de cela. Le nouveau système d'inventaire qui est mis en œuvre, c'est notre plateforme. Ai-je expliqué, soulagé de passer à un terrain plus confortable. Je vois. Eh bien, je laisse ces détails à nos managers. La gouvernante annonça le dîner, et nous nous déplaçâmes vers une salle à manger formelle dominée par une table en acajou dressée avec de la porcelaine fine et du cristal. Chaque couvert avait 3 fourchettes, 2 cuillères et plusieurs verres. J'étais reconnaissante d'avoir fait mes recherches sur l'étiquette alors que le premier plat était servi, une sorte de soupe froide que je ne reconnaissais pas. Solange continua son interrogatoire. Où avez-vous étudié, Amandine ? L'université de Lyon. J'avais une bourse. Pas une grande école, elle haussa un sourcil. Les Dubois ont fréquenté HEC pendant 4 générations. Des chemins différents vers le succès, cher, intervint François. L'entreprise d'Amandine est très innovante, d'après ce que j'ai entendu. J'ai souri avec gratitude. Merci. Nous sommes particulièrement fiers de notre nouveau module d'analyse prédictive qui... Amandine, coupa Solange, vous utilisez votre cuillère à dessert pour la soupe. Je ne l'étais pas, mais j'ai quand même changé de cuillère, sentant mon visage rougir. Tout au long de l'entrée et du plat principal, Solange trouva des défauts à tout, ma posture, ma voix, un peu forte pour une conversation à table, même la façon dont j'ai complimenté leur maison, reconnaissante plutôt qu'observatrice. Chaque critique était prononcée avec un sourire pincé, comme si elle me rendait un service. Lorsque j'ai tenté de discuter du partenariat réussi entre nos entreprises, Solange a agité la main avec dédain. Les affaires, c'est tellement fastidieux, dit-elle. Dites-moi, Amandine, avez-vous songé aux enfants ? La lignée du bois est très importante. Nous n'avons pas encore discuté du timing, ai-je dit prudemment. J'aimerais d'abord m'assurer que mon entreprise est stable. Le visage de Solange s'est durci. La première responsabilité d'une mère est envers ses enfants, pas envers son passe-temps.
Mon entreprise n'est pas un passe-temps. Nous employons plus de 100 personnes. Et 100 personnes qui dépendent de vous, coupe ATL. Comment allez-vous concilier cela avec l'éducation d'un petit Dubois? J'ai cherché le soutien d'Étienne, mais il était soudainement très intéressé par son rôti de bœuf. Au moment où le dessert arriva, la tension était palpable. J'avais à peine touché à ma nourriture, mon appétit détruit par l'anxiété. Solange était passée à la question de mon manque de connexion sociale, pas d'adhésion à un club de golf, pas même un poste au sein d'un conseil d'administration caritatif. Quand j'ai décidé de faire une dernière tentative de civilité, Madame Dubois, je comprends que vous présidez la fondation de l'hôpital, c'est un travail admirable. Pendant un instant, elle a semblé presque satisfaite. Oui, la philanthropie est une tradition Dubois. Peut-être qu'un jour vous serez apte à y participer. En fait, mon entreprise a une fondation qui offre une éducation technologique aux jeunes défavorisés. Nous avons déjà aidé plus de 50 étudiants à aller à l'université. Ah, comme c'est charmant, dit-elle en sirotant son vin, puis elle me regarda directement. Soyons franches, Amandine. Vous semblez entreprenante, mais la famille Dubois a certaines normes. Étienne occupe une position dans la société qui exige une partenaire appropriée. Je crois que je suis appropriée, ai-je dit doucement. Vraiment? Sans prévenir, elle me jeta le contenu de son verre de vin directement au visage. Le liquide rouge éclaboussa mes joues et dégoulina sur ma nouvelle robe. J'ai haleté, trop choqué pour parler. C'est pour désinfecter une pauvre fille, dit-elle calmement. Si vous voulez épouser mon fils, vous devrez verser une dot de 200 000 € à la fondation familiale Dubois. Considérez cela comme un droit d'entrée. Je suis resté figé, le vin coulant sur mon visage, incapable de croire ce qui venait de se passer. Plus incroyable encore fut la réaction d'Étienne. Il a ri. Il a vraiment ri. Maman a ses méthodes, dit-il avec un petit rire, me tendant sa serviette. Elle a fait la même chose à la femme de mon cousin. François semblait mal à l'aise mais resta silencieux. C'est une tradition familiale, expliqua Solange, comme si jeter du vin sur les invités était parfaitement normal. La famille Dubois ne s'unit pas à des rangs inférieurs sans compensation. Votre entreprise a peut-être du succès maintenant, mais les startups sont notoirement instables. La dot garantit que vous êtes engagé envers la famille, pas seulement envers le fonds fiduciaire d'Étienne. J'ai essuyé mon visage, mes mains tremblantes. Je n'avais aucune idée que le mariage exigeait un prix d'achat. Tout ce qui a de la valeur a un coût, répondit Solange. Si vous aimez vraiment Étienne, cela ne devrait pas être un problème. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou. J'ai à peine parlé, mangeant mécaniquement de minuscules bouchées de dessert tandis que Solange discutait de leurs prochaines vacances aux Maldives. Étienne agissait comme si rien d'inhabituel ne s'était produit, bavardant de golf et d'amis communs dont je n'avais jamais entendu parler. Alors que nous nous préparions à partir, j'ai tenté une dernière fois de sauver quelque chose de la soirée. Malgré notre introduction difficile, Madame Dubois, j'espère que nous pourrons maintenir une relation professionnelle. Le partenariat de votre entreprise est important pour nous. Solange me tapota la joue avec condescendance. Bien sûr, cher, les affaires sont les affaires. La dot est personnelle. Je demanderai à mon assistante de vous envoyer les détails du compte pour le virement. Je n'avais jamais été aussi soulagé de quitter une maison de ma vie. Le trajet en voiture fut silencieux pendant les 10 premières minutes. Je regardais par la fenêtre, digérant toujours ce qui s'était passé, attendant qu'Étienne dise quelque chose, n'importe quoi, pour reconnaître l'humiliation que je venais d'endurer. Finalement, je n'en pouvais plus. Vas-tu dire quelque chose à propos de ce que ta mère a fait? Étienne soupira. Je t'ai dit qu'elle était particulière. Particulière, Étienne? Elle m'a jeté du vin au visage et a exigé que je paie pour t'épouser. C'est comme ça que maman est. Elle a fait la même chose à ma belle-sœur, Juliette, une fois. Une fois que tu auras payé la dot, elle se montrera plus chaleureuse avec toi. Je le regardais avec incrédulité. Tu penses que je vais payer 200 000 € pour rejoindre ta famille? Ce n'est pas grave, tu peux te le permettre avec ton entreprise qui marche si bien. Ce n'est pas le problème. C'est dégradant et archaïque, et tu as ri, Étienne, tu as ri quand elle m'a agressé. Agressé? Il leva les yeux au ciel. Ne sois pas si dramatique. C'est une tradition familiale. Si tu veux faire partie de cette famille, tu dois respecter nos coutumes.
Cette nuit-là fut notre première véritable dispute. Ce qui me troublait le plus n'était pas le comportement de Solange, mais celui d'Étienne. Il ne m'a pas défendu, ne s'est pas excusé pour sa mère et semblait sincèrement perplexe face à mon désarroi. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, je lui ai dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. « Ne te prends pas la tête, Amandine, dit-il en m'embrassant le front. Paie juste la dot et nous pourrons passer à autre chose. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je revoyais sans cesse le dîner dans ma tête, me demandant si j'avais mal compris ou si j'avais réagi de manière excessive. Au matin, je m'étais convaincu que c'était peut-être juste une coutume inhabituelle que je ne connaissais pas, une sorte de test. Puis mon téléphone a sonné. C'était Solange. « Amandine, ma chère, je fais suite à notre discussion d'hier soir. Mon assistante enverra les détails du virement aujourd'hui. Nous attendons que la dot soit versée dans les 30 jours, sinon nous devrons reconsidérer les fiançailles d'Étienne. » Elle parlait comme si nous discutions d'une transaction commerciale de routine, et non de l'achat de son fils. « Madame Dubois, je ne suis pas à l'aise avec. » Elle m'interrompit. « J'ai également programmé une réunion avec votre équipe la semaine prochaine. Il y a quelques ajustements que nous aimerions apporter à l'implémentation du logiciel. Rien de majeur, juste quelques personnalisations. » Avant que je ne puisse répondre, elle raccrocha. La réunion à laquelle elle faisait référence eut lieu au siège de mon entreprise, à Paris. Solange arriva avec le DSI des industries du bois et 2 managers informatiques. Pendant 2 heures, elle fut le modèle du professionnalisme. Aucune mention du désastre du dîner, aucun commentaire personnel. Mêlées, quelques personnalisations, s'avérèrent être des refontes majeures du système qui n'étaient pas dans notre contrat et coûteraient des milliers d'heures de développement supplémentaires. Quand j'ai essayé d'expliquer cela, Solange sourit froidement. « Je suis sûr que vous pouvez nous arranger, étant donné notre connexion personnelle. » Étienne serait déçu si sa fiancée ne pouvait pas gérer une demande aussi simple. La menace était claire, payer la dot et faire le travail supplémentaire, ou perdre à la fois la relation et le contrat. Ce soir-là, Étienne m'a appelé. Maman a dit que la réunion s'était bien passée. TATL dit qu'elle demandait des changements qui coûteraient à mon entreprise près de 100 000 € de travail non rémunéré. Je suis sur quel teste juste votre engagement, il marqua une pause. As-tu déjà transféré la dot? Étienne, il faut qu'on en parle. Ça ne te dérange pas que ta mère tienne essentiellement notre relation en otage? Ne sois pas si américaine à ce sujet, dit-il, son ton condescendant. Dans de nombreuses cultures, les dots sont normales. Paie-la, Amandine, pour nous. Le lendemain, j'ai rencontré ma meilleure amie, Stéphanie, pour déjeuner et je lui ai tout raconté. C'est insensé, dit-elle, les yeux écarquillés. Tu n'envisages pas de payer, n'est-ce pas? Je ne sais pas. J'aime Étienne, mais ça me semble mal. Stéphanie fronça les sourcils. Tu sais que ma cousine travaille pour ce cabinet d'avocats qui représente beaucoup de l'élite parisienne, n'est-ce pas? Laisse-moi lui demander si elle a déjà entendu parler des Dubois faisant ça. 2 jours plus tard, Stéphanie m'a appelé avec des nouvelles troublantes. La tradition de la dot n'était pas seulement pour la belle-sœur d'Étienne. Selon sa cousine, les Dubois avaient exigé des paiements similaires de plusieurs personnes qui se sont mariées dans la famille. Plus inquiétant, ceux qui ont payé n'ont pas été soudainement acceptés, les exigences ont juste changé de forme. La dernière fiancée d'Étienne a payé, dit Stéphanie. Puis ils ont exigé qu'elle quitte son emploi parce que les femmes Dubois ne travaillent pas. Quand elle a refusé, Étienne a rompu. Je me suis senti mal. Pourquoi ferait-il ça? Certaines familles voient le mariage comme une transaction commerciale, pas comme une affaire de cœur. Les Dubois pensent clairement que leur nom a une valeur monétaire. J'ai passé la semaine suivante à faire des recherches sur le mode de fonctionnement de la famille via des contacts industriels et les réseaux sociaux. J'ai pris contact avec l'ex-fiancée d'Étienne, Mélissa. Ce qu'elle m'a raconté a confirmé mes pires craintes. Après que j'ai payé, ils ont tout contrôlé, où nous vivions, avec qui nous socialisions, même quand nous aurions des enfants. Quand j'ai résisté, Solange a menacé de faire blacklister l'entreprise de construction de mon père. Étienne s'est toujours rangé de son côté. Pendant ce temps, la relation commerciale se détériorait. Solange a commencé à appeler quotidiennement avec de nouvelles exigences et plaintes. Elle critiquait mon personnel lors des réunions, mentionnait à plusieurs reprises que les industries du bois pouvaient trouver un autre fournisseur et rendait la mise en œuvre de notre logiciel de plus en plus difficile.
La pression d'Étienne s'est également intensifiée. Ce qui avait commencé comme de doux rappels sur la dot est devenu des SMS et des appels quotidiens. Maman s'impatiente, Amandine, c'est embarrassant pour moi. Si tu m'aimais vraiment, ce ne serait pas un problème. Quand j'ai exprimé mes préoccupations concernant les tactiques commerciales de sa mère, il les a rejetées. Tu es paranoïaque. Les affaires et le personnel devraient être séparés. Mais ils n'étaient pas séparés, pas pour Solange. Elle utilisait la relation commerciale comme une arme pour forcer ma conformité sur des questions personnelles, et lentement, j'ai commencé à voir qu'Étienne était complice. 3 semaines après le dîner désastreux, j'ai confronté Étienne directement. J'ai besoin de savoir où se situe ta loyauté, ai-je dit. Avec moi, ta future épouse, ou avec ta mère? Ce n'est pas juste, protesta-t-il. Je t'aime, mais je respecte les traditions de ma famille. Même lorsque ces traditions impliquent d'humilier et d'extorquer ta fiancée? Tu réagis de manière excessive. Ce n'est que de l'argent, Amandine. Tu l'as, pourquoi ne pas payer? Parce que je ne serai ni acheté ni vendu. Le mariage devrait être une question d'amour et de partenariat. Son expression se durcit. Vous, les Françaises, êtes tellement obsédées par les notions romantiques. Le mariage a toujours été une question d'alliance familiale et de stabilité financière. Ma famille t'offre des connexions sociales que la plupart des gens tueraient pour avoir. Au prix de ma dignité. La dispute a dégénéré jusqu'à ce qu'Étienne sorte en trombe. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré avec un SMS. Ce n'était pas d'Étienne, mais d'un numéro inconnu. Le message contenait des captures d'écran d'une conversation entre Étienne et sa mère. Étienne, elle est toujours difficile à propos de la dot. Solange, continue de faire pression sur elle. Le contrat commercial nous donne un levier. Étienne, et si elle refuse toujours? Solange, alors elle n'est pas digne d'être une Dubois. N'oublie pas les conditions de ton fonds fiduciaire. Étienne, je vais la remettre au pas. Elle a juste besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Je me sentais physiquement malade. L'homme que j'aimais, l'homme que je croyais me respecter en tant qu'égal, conspirait avec sa mère depuis le début. Il ne s'agissait pas seulement d'une tradition familiale, il s'agissait de contrôle. Plus tard, j'ai découvert que le SMS avait été envoyé par l'assistante personnelle de François, qui avait été témoin de trop de scénarios similaires et s'était senti obligé de me prévenir. 2 jours plus tard, Solange m'a appelé avec une invitation, ou plutôt une convocation. Nous organisons un dîner de famille ce samedi pour discuter de la situation. Toute la famille sera présente. Nous attendons que vous soyez là avec une décision concernant la dot. Le dîner fut aussi intimidant que prévu. Le frère d'Étienne, Guillaume, et sa femme, Juliette, étaient là, ainsi que son oncle, Georges, et sa tante, Patricia. Tous les yeux étaient sur moi alors que Solange expliquait la situation. Amandine semble réticente à honorer nos traditions familiales, dit-elle. J'ai pensé que cela pourrait aider si elle entendait d'autres personnes qui ont rejoint notre famille avec succès. Un par un, les beaux-parents ont parlé de leurs expériences de dot. Juliette l'a décrite comme un investissement dans son avenir. La tante d'Étienne, Patricia, l'a appelé le prix d'entrée pour une vie meilleure. La femme de son oncle, Marguerite, a souligné comment cela prouvait son engagement envers les valeurs familiales. Tout au long de leur témoignage, j'ai remarqué quelque chose de troublant, aucune d'entre elles ne semblait vraiment heureuse. Juliette parlait à peine à moins d'être sollicitée. Marguerite s'en remettait à son mari pour chaque question. Elle ressemblait moins à des membres de la famille qu'à des employés, craignant de déplaire au patron. Puis François prit la parole, surprenant tout le monde. J'ai payé, Amandine, dit François. Quand j'ai épousé Solange, sa famille a exigé la preuve de mon engagement. Solange parut agacée par cette révélation. C'était différent, ta famille n'était pas établie. Le principe est le même, rétorqua François, avant de se taire sous le regard furieux de sa femme. Finalement, Étienne me prit la main. Amandine, nous voulons tous que tu fasses partie de cette famille, mais les traditions comptent. Il est temps de décider, es-tu dedans ou dehors? L'ultimatum flottait dans l'air. Tout le monde attendait ma réponse. J'ai besoin d'aller aux toilettes, dis-je, cherchant un instant pour respirer. Dans le couloir, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé 3 messages urgents de Maria, ma partenaire commerciale. Amandine, nous avons une urgence avec les industries du bois.
Solange a convoqué une réunion avec notre équipe ce matin et a menacé de résilier le contrat pour des problèmes de qualité. Elle dit à d'autres clients que nous sommes peu fiables, nous recevons déjà des appels de la société Moreau demandant si nous sommes stables. Que se passe-t-il? Ma crise personnelle était devenue une crise professionnelle. Solange ne menaçait pas seulement ma relation, elle attaquait mon entreprise, mes employés, tout ce que j'avais bâti. Lorsque je suis revenu dans la salle à manger, je pouvais à peine maintenir mon calme. La conversation était passée aux préparatifs du mariage, des projets pour un mariage qui, apparemment, n'aurait lieu que si je payais le privilège. Le club de golf est réservé pour juin, disait Solange. Si Amandine confirme le paiement de la dot cette semaine, nous pourrons sécuriser la date. Et si je ne le fais pas, demandai-je doucement. La pièce devint silencieuse. Alors il n'y aura pas de mariage, dit Étienne fermement. Je t'aime Amandine, mais ce n'est pas négociable. À ce moment-là, en regardant son visage, si similaire à celui de sa mère dans l'expression et la résolution, j'ai enfin vu la vérité, Étienne ne m'avait jamais respecté, ni mes réalisations. Pour lui, j'étais une acquisition, pas une partenaire. Son amour était conditionnel, basé sur ma conformité aux exigences de sa famille. La dévastation devait se lire sur mon visage, car François intervint de nouveau de manière inattendue. Peut-être pourrions-nous réduire le montant, étant donné le succès de l'entreprise d'Amandine. Le montant est traditionnel, coupa Solange. Au contraire, il devrait être plus élevé, étant donné son passé. Je me suis levé. Je dois partir. S'enfuir ne résout rien, dit Solange avec dédain. Je ne m'enfuis pas. Je quitte une situation devenue intenable. Étienne me suivit jusqu'à la porte. Ne fais pas ça, Amandine. Pense à ce que tu jettes. J'y pense, dis-je, et je me demande ce que j'ai bien pu voir chez un homme qui laisserait sa mère me jeter du vin au visage et exiger ensuite que je paie pour ce privilège. Le lendemain apporta d'autres mauvaises nouvelles. Un autre client important appela pour annuler son contrat, invoquant des préoccupations concernant notre stabilité ou des préoccupations qui provenaient apparemment de Solange Dubois. La réputation de mon entreprise, bâtie sur 5 années de travail acharné, était systématiquement démantelée par une femme qui ne me considérait que comme inadaptée pour son fils. À la fin de la semaine, nous avions perdu 3 clients et nos actions commençaient à chuter. Mon rêve, les moyens de subsistance de mes employés, tout était soudainement en péril. La crise avait atteint son paroxysme. Je devais prendre une décision, payer la dot pour sauver ma relation et peut-être mon entreprise, ou prendre position et risquer de tout perdre. Ce week-end-là, je suis allé chez mon père à Toulouse, ayant besoin de prendre mes distances avec Étienne et le chaos des affaires. Mon père écouta toute l'histoire sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus inquiète. Ce n'est pas une question d'argent, dit-il finalement. C'est une question de respect. S'il ne te respecte pas maintenant, payer ne changera rien. Mais mon entreprise, papa. Tout ce que tu as construit a été bâti sur ton intelligence et ta détermination, pas sur un seul client, même si c'est un client important. Sa confiance en moi fut le premier pas vers la récupération de la mienne. De retour à Paris, j'ai pris rendez-vous avec Diane, ma mentor de longue date et ancienne professeure de commerce. Autour d'un café, je lui ai exposé toute la situation. Tu as fait face à un prédateur, dit-elle sans détour. Solange a identifié tes vulnérabilités ou ton amour pour son fils et ta connexion commerciale et elle les exploite. C'est un classique jeu de pouvoir. Comment puis-je me défendre? Elle a plus de ressources, plus de connexions. Diane sourit. Mais tu as quelque chose qu'elle n'attend pas, la capacité de la surprendre. Les prédateurs ne s'attendent pas à ce que la proie se retourne et se batte. Avec les conseils de Diane, j'ai commencé à élaborer une stratégie. D'abord, j'ai repris contact avec Chloé, une amie d'université qui travaillait maintenant pour le journal des affaires de Paris. Sans partager de détails qui identifieraient les Dubois, j'ai discuté de la situation générale. Malheureusement, ce n'est pas rare, dit Chloé. Les familles de vieil argent utilisent souvent les liens commerciaux comme levier dans les affaires personnelles. C'est rarement rapporté parce que les victimes craignent des représailles. Et si quelqu'un le rapportait? Chloé haussa un sourcil. Cela ferait une histoire captivante sur l'éthique dans les relations d'affaires. Hypothétiquement parlant, bien sûr. Ensuite, j'ai lancé une enquête approfondie sur les pratiques commerciales des industries du bois.
Si Solange était prête à utiliser son entreprise comme une arme contre moi, je devais comprendre exactement à quoi j'avais affaire. J'ai confié la tâche à mon meilleur analyste, Julien. 3 jours plus tard, Julien a remis son rapport. Il y a des schémas inquiétants, dit-il. Les industries du bois ont un historique de résiliation abrupte de contrats avec des entreprises dont les dirigeants avaient des conflits personnels avec la famille. Il y a aussi plusieurs cas de pratiques comptables douteuses et de potentielles violations du droit du travail. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Les Dubois, en particulier Solange, avaient l'habitude de détourner leur pouvoir commercial pour des vendettas personnels. Pendant ce temps, j'ai travaillé avec notre équipe de vente pour accélérer les démarches auprès de nouveaux clients potentiels. Nous nous sommes particulièrement concentrés sur Global Méridien et Technologie Gel, 2 concurrents des industries du bois qui avaient déjà manifesté de l'intérêt pour nos services. Ma directrice financière, Rachel, a fait des projections financières pour une vie sans le contrat du bois. Cela nous ferait mal à court terme, admit-elle. Nous devrions réduire les dépenses et peut-être retarder l'ouverture du nouveau bureau, mais avec ces nouvelles perspectives, nous pourrions nous rétablir en 2 trimestres. Le jeudi, j'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Nos 7 membres du conseil écoutèrent gravement alors que j'expliquais la situation, le conflit personnel avec les Dubois, les répercussions commerciales et ma stratégie proposée. Je ne prétendrai pas que ce n'est pas grave, concluai-je. Les industries du bois représentent 20% de nos revenus actuels. Les perdre nous affectera. Mais poursuivre cette relation signifie se soumettre à des exigences contraires à l'éthique et créer un précédent dangereux. À mon grand soulagement, le Conseil a soutenu à l'unanimité ma décision de me séparer des industries du bois. Harold, notre président, l'a formulé le mieux, nous n'avons pas investi dans cette entreprise pour la voir devenir la marionnette d'harceleurs de vieil argent. Nous avons investi parce que vous, Amandine, avez de l'intégrité et de la vision. Tout au long de cette période, Étienne a poursuivi sa campagne de pression. Ses SMS oscillaient entre des supplications romantiques et des menaces à peine voilées. Tu me manques, ne pouvons-nous pas arranger ça? Maman dit que plusieurs de tes clients envisagent de passer à la concurrence, je pourrais lui parler. Ne gâche pas ce que nous avons pour un orgueil stupide. La dot n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de prouver que tu n'es pas seulement après la fortune des Dubois. Chaque message clarifiait ce que je savais déjà, sa loyauté irait toujours à sa famille et à leurs valeurs tordues, pas à moi ou à notre relation. La dernière pièce de ma stratégie impliquait la préparation juridique. J'ai rencontré notre conseillère juridique, Victoria, pour examiner tous les contrats et communications avec les industries du bois. Ils nous ont en fait donné des raisons pour une rupture nette, dit Victoria, en examinant les emails récents de Solange. Ces nouvelles exigences constituent des modifications substantielles à l'accord original, et ces menaces de nuire à votre réputation auprès d'autres clients, c'est de l'ingérence délictueuse. S'ils essaient de vous pénaliser pour avoir mis fin à la relation, nous avons une affaire solide. Le vendredi, une semaine après le dîner de famille, mon plan était en place. J'avais la documentation de toutes les interactions, les préparatifs juridiques pour la résiliation du contrat, les accords préliminaires avec 2 nouveaux clients et le soutien indéfectible de mon équipe. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'Étienne. La patience de maman s'épuise. Dernière chance de tout arranger. Dîner chez elle demain pour tout finaliser. Sois là à 19h. J'ai répondu par un seul mot, non. Au lieu de cela, j'ai envoyé un email formel à Solange demandant une réunion à mon bureau le lundi matin. L'objet, résolution de la relation commerciale. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, je serai là. Préparez-vous à discuter des questions professionnelles et personnelles. J'étais préparé, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Tout au long du week-end, j'ai répété ce que je dirais et comment je le dirais. J'ai examiné toute la documentation et confirmé notre position juridique. J'ai parlé avec nos principaux clients pour les rassurer sur notre stabilité. J'ai même pratiqué des power poses devant mon miroir, déterminé à projeter de la confiance, même si je ne la ressentais pas pleinement. Dimanche soir, Étienne est venu à mon appartement à l'improviste. « Tu fais une erreur, dit-il, sa voix à la fois suppliante et condescendante. Maman est prête à pardonner ton obstination si tu viens demain avec la dot et des excuses. » J'ai regardé l'homme que j'avais pensé épouser et n'ai ressenti que de la tristesse pour ce qui aurait pu être. « Je serai là demain, dis-je, mais pas pour les raisons que tu crois. » Alors qu'il partait, j'ai retiré sa bague de fiançailles et l'ai placée dans une enveloppe.
L'émeraude qui avait autrefois symbolisé notre avenir représentait maintenant une balle évitée. Le lundi matin est arrivé. J'ai porté ma tenue la plus puissante. Un tailleur pantalon noir ajusté avec de subtiles touches de rouge, et je me suis préparé à affronter Solange Dubois selon mes propres termes, sur mon territoire. Le conseil avait approuvé ma décision, mon équipe me soutenait, ma position juridique était solide. Pour la première fois depuis que ce vin m'avait éclaboussé le visage, je me sentais de nouveau en contrôle. Solange Dubois arriva à mon bureau précisément à 9 heures, vêtue impeccablement d'un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus que mon hypothèque mensuelle. Elle se tenait avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. Mon assistante la fit entrer dans notre salle de conférence principale, où j'attendais seul. J'avais délibérément choisi cette mise en scène, pas d'avocat, pas de membre de l'équipe, juste nous deux. Cette confrontation devait être personnelle. Amandine, dit-elle en prenant place en face de moi, je suis ravie que vous soyez enfin revenue à la raison. Étienne sera soulagé. Merci d'être venue, Madame Dubois, répondis-je, en gardant un ton professionnel. Mais je pense que vous avez mal compris le but de cette réunion. Son sourire vacilla légèrement. Oh, j'ai supposé que nous finalisions l'arrangement de la dot et que nous abordions ces modifications de contrat. En fait, nous sommes ici pour discuter de la résiliation de notre relation commerciale. Le changement dans son expression fut subtil mais indubitable, un éclair de surprise rapidement masqué par une composure rodée. Ce serait imprudent, dit-elle. Les industries du bois représentent une part significative des revenus de votre entreprise, et bien sûr, il y a Étienne à considérer. J'ai tout considéré très attentivement, dis-je en ouvrant le dossier devant moi. Au cours du dernier mois, vous avez fait de nombreuses demandes en dehors de notre accord contractuel, menacé la réputation de mon entreprise auprès d'autres clients et tenté d'utiliser notre relation commerciale pour me contraindre dans des affaires personnelles. J'ai fait glisser plusieurs documents sur la table, des impressions de mai, des notes de réunion et l'échange de SMS entre elle et Étienne. Ce que je pensais initialement être une interaction personnelle désagréable s'est révélé être un schéma de conduite commerciale contraire à l'éthique. Ses yeux se rétrécirent alors qu'elle jetait un coup d'œil aux preuves. Vous faites une grave erreur. Non, Madame Dubois, l'erreur a été de penser que je devais tolérer les abus pour réussir. J'ai obtenu 2 nouveaux clients pour remplacer les affaires des industries du bois, Global Méridien et Technologie Gel. La mention de ses concurrents la secoua visiblement. Ils n'ont pas nos ressources ou notre influence. Peut-être pas, mais ils valorisent nos services pour leur mérite, pas comme levier pour des agendas personnels. J'ai sorti un autre document. Ceci est notre notification formelle de résiliation de contrat, comme le permet l'article 8.3 de notre accord. Vos récentes demandes constituent des modifications substantielles aux conditions originales. C'est absurde. Notre équipe juridique va. Votre équipe juridique vous informera que combattre cela exposerait des pratiques inquiétantes au sein des industries du bois. J'ai posé un autre dossier sur la table. Mon équipe a trouvé plusieurs cas de comptabilité douteuse, de potentielles violations du droit du travail et un schéma de résiliation de contrat qui pourrait être interprété comme de l'ingérence délictueuse. Pour la première fois, Solange parut réellement alarmée. Vous nous avez enquêté ? Je protège mon entreprise. C'est quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt. Je me suis penché en avant. Je n'ai pas l'intention de nuire aux industries du bois, Madame Dubois. Je veux simplement une rupture nette, tant sur le plan professionnel que personnel. À ce moment-là, mon assistante entra avec un petit paquet. Timing parfait, dis-je en le prenant. Ceci est pour Étienne. J'ai ouvert le paquet pour révéler la bague de fiançailles, maintenant nichée dans une enveloppe de coursier. Je vous la rends avec le même niveau de dignité et de respect que vous m'avez témoigné lors de notre premier dîner. Le visage de Solange devint écarlate de colère. Vous ingrate ? Je n'ai pas fini, l'interrompis-je, ma voix ferme. Je veux être absolument clair, je n'achète pas un mari, Madame Dubois. Je construis une vie, basée sur le respect mutuel et un véritable partenariat, pas sur des transactions financières déguisées en tradition. Je me suis levé, signalant que la conversation touchait à sa fin. À compter de ce jour, mon entreprise met fin à tous les contrats avec les industries du bois. Les documents de transition sont inclus dans ce dossier, ainsi que les coordonnées de notre équipe juridique si vous avez des questions sur le processus. Solange se leva également, sa composure se fissurant. Vous ne vous en tirez pas. Avez-vous une idée de qui nous sommes dans cette communauté ?
Un seul mot de ma part et les portes se fermeront pour vous partout. Cela a peut-être marché dans le passé, ai-je reconnu, mais les temps ont changé. L'intimidation et les menaces laissent maintenant des traces écrites. Et les histoires de familles puissantes qui utilisent leurs entreprises pour régler des comptes personnels font des gros titres captivants. Vous n'oseriez pas, je préférerais ne pas le faire, dis-je honnêtement. Cela peut se terminer proprement, Madame Dubois. Vous suivez votre chemin, je suis le mien. Ou vous pouvez intensifier, et nous verrons comment la communauté des affaires d'aujourd'hui réagit à vos méthodes. Pendant un long moment, elle me fixa, le calcul visible dans ses yeux. Puis elle attrapa son sac à main. Étienne mérite mieux que vous, dit-elle froidement. Sur ce point, nous sommes d'accord, mais pour des raisons différentes, répondis-je. La sécurité vous escortera. Alors qu'elle atteignait la porte, j'ajoutai, une dernière chose, Madame Dubois. C'est 200 000 € que vous vouliez. Je les donne à un fonds de bourse d'études pour les entrepreneurs de la première génération. Je pensais que vous deviez le savoir. Après le départ de Solange, je suis resté seul dans la salle de conférence, mes mains tremblant sous l'effet de l'adrénaline. Je l'avais fait. Je lui avais tenu tête, protégé mon entreprise et me suis libéré d'une relation qui aurait lentement écrasé mon esprit. Les retombées furent immédiates mais gérables. Les industries du bois ont publié une déclaration évasive sur des philosophies commerciales différentes et ont commencé à se tourner vers un autre fournisseur. Plusieurs événements mondains m'ont soudainement retiré leurs invitations. Étienne m'a envoyé un dernier SMS, me qualifiant de la plus grande erreur de sa vie. Mais il y a eu aussi des aspects positifs inattendus. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Amandine, c'est François Dubois. Je me suis préparé à d'autres menaces ou à de la colère. Je voulais m'excuser, dit-il à la place. Ce que Solange a fait, ce que nous avons tous fait, était inexcusable. Je suis resté silencieux pendant que vous étiez humilié, et j'en ai honte. Sa voix semblait différente, plus âgée, mais en quelque sorte plus vivante. Merci de dire ça, monsieur Dubois. François, s'il vous plaît. Il marqua une pause. J'ai permis le comportement de Solange pendant des années, la regardant chasser de bonnes personnes qui ne répondaient pas à ses critères arbitraires. Vous voir si courageuse aujourd'hui, ça m'a donné des choses à méditer. 2 semaines plus tard, les Nouvelles Économiques rapportaient que François Dubois avait pris un congé des industries du bois pour réévaluer ses priorités. La rumeur voulait qu'il ait déménagé du manoir familial. Les retombées industrielles que je craignais ne se sont jamais pleinement matérialisées. Oui, quelques portes se sont fermées, les entreprises ayant des liens avec les Dubois sont devenues soudainement indisponibles. Mais pour chaque porte fermée, 2 autres se sont ouvertes. Ma position contre les Dubois avait résonné chez d'autres personnes qui avaient vécu des traitements similaires mais n'avaient pas les moyens de se défendre. Un mois après la confrontation, notre contrat avec Global Méridien a été officiellement signé à un accord plus important que tout ce que nous avions eu avec les industries du bois. Le communiqué de presse incluait une citation de leur PDG, « Nous valorisons les partenaires qui font preuve d'intégrité tant dans leurs pratiques commerciales que dans leur éthique personnelle. » Ce fut la plus douce des victoires. 6 mois ont passé. Mon entreprise a non seulement survécu à la séparation des industries du bois, mais elle a prospéré. La perte de leurs affaires nous avait forcés à diversifier notre clientèle, ce qui a entraîné des revenus plus stables et moins de vulnérabilité aux exigences d'un seul client. Nous avons ajouté 15 nouveaux clients, nous sommes étendus à un 4e bureau à Bordeaux et avons lancé une nouvelle ligne de produits qui dépassait déjà les prévisions de vente. Le rapport trimestriel montrait une augmentation de 22% des revenus par rapport à l'année précédente. La transition n'avait pas été entièrement fluide. Nous avions dû retarder certains projets et réduire temporairement les dépenses. 2 employés étaient partis, préoccupés par la stabilité. Mais l'équipe principale s'était ralliée autour de nos valeurs, travaillant plus longtemps et apportant des solutions innovantes à de nouveaux défis. La relation commerciale avec les Dubois était complètement rompue, mais les retombées personnelles se sont poursuivies de manière inattendue. Étienne a tenté de se réconcilier à plusieurs reprises, ses approches évoluant à mesure que l'influence de sa mère diminuait apparemment. Sa première tentative vint par SMS, « Maman avait tort, j'avais tort. Pouvons-nous parler ?» Quand je n'ai pas répondu, des fleurs sont arrivées à mon bureau avec une note, « Ta force et ton intelligence me manquent. » Dîner sans l'implication de ma famille. Finalement, il s'est présenté à mon appartement un soir, l'air ébouriffé et humble. « Je vois un thérapeute, dit-il.
Je commence à comprendre à quel point les dynamiques de ma famille sont dysfonctionnelles. Une partie de moi voulait le croire, la connexion que nous avions partagée avait été réelle, du moins de mon côté. Mais sa trahison avait été trop profonde. Je suis contente que tu reçoives de l'aide, Étienne, lui dis-je. Mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. Et si j'ai changé? Et si je me libère de son contrôle? Alors fais-le pour toi, pas pour me reconquérir. Le vrai changement ne se produit pas en quelques mois, et il ne se produit pas pour impressionner quelqu'un d'autre. Alors qu'il partait, j'ai senti un poids se lever, les derniers vestiges de Lécide et peut-être un jour qui avait persisté dans mon cœur. Plus surprenante fut mon amitié grandissante avec François Dubois. Après avoir quitté sa femme, il avait loué un appartement modeste et avait commencé à renouer avec des amis que Solange avait jugés inappropriés. Nous nous retrouvions occasionnellement pour un café, où il partageait les aperçus de sa thérapie et ses regrets d'avoir permis le comportement de Solange pendant des décennies. Je pensais que protéger le nom des Dubois signifiait préserver les traditions, dit-il lors d'une de ces rencontres. Je n'ai jamais remis en question si ces traditions méritaient d'être préservées. Grâce à François, j'ai appris que ma position avait créé des ondulations dans leur cercle social. Juliette, la belle-sœur d'Étienne, avait commencé à fréquenter une école de commerce, ce que Solange avait auparavant interdit. Deux autres belles-sœurs Dubois avaient renégocié leur rôle dans les entreprises familiales, exigeant le respect plutôt que de continuer comme partenaires silencieuses. Mon entreprise a reçu une reconnaissance inattendue pour ses pratiques commerciales éthiques. Le Journal des Affaires de Paris, où mon amie Chloé travaillait, a publié un article sur les entreprises qui maintenaient leur intégrité malgré la pression d'entités plus grandes. Bien que l'article n'ait jamais nommé les Dubois, le portrait de mon entreprise soulignait notre engagement à valoriser le partenariat par-dessus les déséquilibres de pouvoir. Cette publicité a conduit à des conférences dans des écoles de commerce et des conférences d'entrepreneuriat, où j'ai partagé des leçons sur le maintien des frontières éthiques entre les relations personnelles et professionnelles. Le succès bâti sur le compromis des valeurs fondamentales n'est pas un succès, est devenu mon message phare. C'est juste une version plus jolie de l'échec. Le développement le plus salvateur est peut-être venu 9 mois après la confrontation. Lors d'une conférence technologique à San Francisco, j'ai rencontré Marc, le fondateur d'une entreprise de cybersécurité. Notre connexion fut immédiate. Intellectuelle, personnelle, et fondée sur le respect mutuel. Contrairement à Étienne, Marc était sincèrement fasciné par mon parcours professionnel, posant des questions pertinentes et offrant des aperçus sans condescendance. Quand j'ai finalement partagé l'histoire des Dubois, sa réponse fut rafraîchissante et directe, « C'est leur perte et mon gain », dit-il simplement. Quiconque ne peut pas voir votre valeur à sa juste mesure ne mérite pas d'y avoir accès. Notre relation s'est développée lentement, chacun d'entre nous apportant les leçons de ses expériences passées. Il n'y avait pas d'exigence de preuve financière d'engagement, pas de tradition familiale qui supplante la dignité personnelle, juste deux égaux construisant quelque chose de significatif ensemble. Un an après ma confrontation avec Solange, j'ai assisté à un gala de l'industrie où j'ai inopinément rencontré Étienne. Il était là avec sa nouvelle petite amie, une femme d'une famille apparemment assez riche pour satisfaire Solange. « Amandine, dit-il en m'approchant alors que je me tenais près du bar, vous avez l'air bien. »« Merci, vous aussi. » Un silence gênant s'étira entre nous. « J'ai toujours voulu vous le dire, dit-il finalement. Vous aviez raison de tenir tête à ma mère, et à moi. Nous avions tort. J'apprécie, Étienne. Votre entreprise fait des choses incroyables, cette nouvelle plateforme de sécurité est brillante. Merci. J'ai entendu dire que vous dirigez maintenant la division européenne, félicitations. Il hocha la tête, puis hésita avant d'ajouter, elle parle toujours de vous, vous savez, maman. Elle ne l'admettra jamais, mais vous êtes la seule personne qui lui ait jamais tenu tête et qui ait gagné. Alors qu'il s'éloignait, je réalisais que je ne ressentais rien d'autre qu'une calme certitude d'avoir échappé à une vie qui aurait lentement érodé mon estime de soi. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un prix d'innovation de l'industrie pour notre nouvelle plateforme. Debout sur le podium, regardant une salle de pairs qui valorisait mon travail pour ses mérites, j'ai réfléchi au chemin parcouru l'année dernière. Le succès ne consiste pas seulement à construire quelque chose de précieux, ai-je dit dans mon discours de remerciement, il s'agit de refuser de se dévaloriser dans le processus. Parfois, la décision commerciale la plus importante que vous prendrez est de vous éloigner de la mauvaise opportunité, du mauvais partenariat ou de la mauvaise relation. Les leçons de l'expérience Dubois avaient transformé mon approche personnelle et professionnelle.
Je suis devenue plus exigeante en matière de partenariat, plus attentive aux premiers signes de déséquilibre de pouvoir et plus confiante en ma propre valeur. Mon entreprise avait maintenant une politique d'éthique explicite qui interdisait le genre de violation de limites que Solange avait tenté. Nous avons refusé des accords potentiellement lucratifs lorsqu'ils venaient avec des conditions qui compromettaient nos valeurs. Plus important encore, j'avais appris que la vraie force réside souvent non pas dans le fait de se battre le plus fort, mais dans le fait de savoir quand partir. La dot de 200 000 € aurait été financièrement gérable, mais le coût pour ma dignité aurait été incalculable. Un jour, la bonne relation et les bons partenariats commerciaux vous valoriseront non pas pour ce que vous pouvez payer, mais pour qui vous êtes et ce que vous apportez à la table. Ne vous contentez jamais de moins que le respect que vous méritez. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une relation ou d'une opportunité commerciale qui comportait des conditions inacceptables? Comment l'avez-vous géré? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a aidé à reconnaître votre propre valeur, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de se défendre dans des situations personnelles et professionnelles. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous, votre dignité n'est jamais à vendre.